Bienvenue à On Jase, dernière édition de la semaine. On vous rappelle qu'on est en formule estivale, format de 30 minutes. Stéphane Leroux qui sera avec moi aujourd'hui. Martin Lemay sera de retour pour la version régulière de On Jase sur l'heure du midi à compter du lundi 9 septembre prochain. Stéphane était là au début de la semaine, André en milieu de semaine et je le retrouve à nouveau aujourd'hui. Comment vas-tu, Stéphane? Ça va bien, Yannick, malgré la lourdeur là, de l'actualité dans le monde du hockey. C'est épouvantable comme nouvelle. On a commencé à. Je suis content de pouvoir en parler un peu, même si c'est tragique là, de rendre hommage à ce jeune homme-là. Ça a commencé à circuler, je pense, vers minuit hier soir, là, juste avant que Ouais. j'aille au dodo. Il commençait à avoir des tweets qui allaient en ce sens. Et ça m'a tellement fait penser, Yannick. C'est pas les mêmes circonstances, mais tu sais, quand un joueur de hockey périt comme ça tragiquement, Luc Bourdon, tu te souviens, il y a quelques années, Ben oui, Luc Bourdon ben oui. des Canucks de Vancouver, que moi j'avais bien connu dans la LHJMQ, puis avec Équipe Canada Junior. Tu sais, il y en a eu d'autres dans l'histoire. On monte loin, là, Michel Brière, la grande vedette montante qui arrivait avec les Penguins de Pittsburgh à la fin des années 60, Pelle Lindbergh. Tu sais, on dirait que on a tendance à penser que ça n'arrive pas aux athlètes, c'est ce genre d'accident-là. Puis c'est des circonstances tellement épouvantables. La sœur des frères Gaudreau devait se marier aujourd'hui. Les deux frères étaient garçons d'honneur. T'imagines le drame épouvantable pour une famille. L'alcool au volant qui est impliqué là-dedans. Faisait quoi les boys? Ils faisaient du vélo probablement pour se tenir en forme, pour s'entraîner, tu sais. Puis ça devrait pas arriver, ces choses-là. C'est épouvantable. Je ne commencerai pas à dire que je connaissais Johnny Gaudreau là, personnellement. J'ai déjà fait des entrevues avec lui. Je me souviens de l'avoir rencontré la première fois à Boston College en 2013-2014, lorsqu'il jouait avec Mike Madison là-bas. On avait été faire des reportages et ça avait été un jeune homme charmant lorsque je l'avais croisé. Puis on va parler avec Pat Friolet tantôt, qui a eu la chance de le croiser aussi au cours de sa carrière. Ça n'a juste pas de bon sens. Je parlais Ah, avec des gens aujourd'hui, là, puis ça devrait pas arriver. Puis ça arrive, tu sais, 31 ans, 29 ans, deux frères en même temps, pense-y, là, tu sais, pense à cette famille-là qui devait vivre le mariage de la sœur aujourd'hui, là. Je n'ai aucune idée comment ça se passe, là. On respecte évidemment l'intimité de la famille, là, mais ça n'a pas de bon sens. Non, tu as raison, c'est la planète hockey au grand complet qui est bouleversée aujourd'hui par cette nouvelle-là. Puis tu l'as dit, Patrick Firelet va nous en parler parce que Pat l'a côtoyé aussi au fil des ans. Et c'est lui qui est avec nous aujourd'hui. Pat qui est arrivé un peu en relève avec cette nouvelle-là. On a bousculé un petit peu la Oui. programmation. Merci beaucoup, Patrick, d'être avec nous à l'émission aujourd'hui pour parler, évidemment. Dans le premier segment, on va se concentrer là-dessus, sur cette nouvelle. Un peu plus tard, on va parler d'autres nouvelles de hockey. Ça fait drôle, là, mais malheureusement, c'est comme Mm. ça. Mais on va se concentrer vraiment sur Johnny Gaudreau. Cette nouvelle, j'imagine, toi aussi, comme Stéphane, comme moi, ce matin, tu as bouleversé là, quand tu as eu la confirmation du décès de l'accident des deux frères Gaudreau. Ben, D'abord, je suis content de vous retrouver, les gars. Je suis désolé que ça arrive dans ce genre de circonstances-là, mais non, c'est le genre de nouvelle où tu lis la nouvelle, puis là, tu as l'impression d'avoir mal lu, puis tu regardes une autre fois, puis là, j'attendais de voir s'il y avait des confirmations. Au départ, il semblait y avoir des gens qui disaient que c'était peut-être une fausse nouvelle, puis là, finalement, les choses ont déboulé, puis quand j'ai vu le communiqué des Blue Jackets de Columbus, là, c'est devenu réel. Puis moi, spontanément, je pense à tous ceux qui l'ont côtoyé. Ben, je pense d'abord à sa famille. Comme le disait Stéphane, quel drame épouvantable, là. Les deux frères, le mariage de la sœur, il était tout près de la maison, là, puis tout ce que j'ai lu et tout ce que j'ai écouté aujourd'hui sur Johnny Gaudreau parlait de l'importance qu'il accordait à sa famille, à quel point sa famille, c'était important pour lui et à quel point ça a été déchirant de partir de Calgary parce que, ultimement, il voyait en allant à Columbus qu'il y aurait une occasion d'être plus près de la maison parce que ses parents voyageaient régulièrement pour aller voir les matchs. Son père se déplaçait à Calgary quand c'était les séries. Il voulait rien manquer. Il voulait être là tout le temps. J'ai lu un très bon texte du collègue Wes Gilbertson du Calgary Herald aujourd'hui, puis je vous le conseille, je l'ai relayé sur mon compte X. Et ça parlait à quel point c'est une anecdote au moment où, à quelques jours du temps des fêtes, il avait réussi son premier tour du chapeau dans la Ligue nationale avec les Flames.
Puis, il voulait s'empresser de prendre un vol. Il était à Los Angeles à ce moment-là. Puis, le match est allé en prolongation. Il voulait s'empresser de ne pas manquer son vol pour rentrer à la maison, pour aller voir sa famille pour le temps des fêtes. Puis, de voir à quel point, c'est le contexte dans lequel c'est arrivé avec son frère, alors qu'il y avait un grand événement familial, ben ça vient encore plus nous frapper puis nous toucher. Je pense à ses amis. Aujourd'hui, on a vu des témoignages là, de Kevin Hayes, qui est un grand ami et qui était le frère de Jimmy, qui nous a quittés trop tôt aussi. On voyait une photo de Johnny Gaudreau avec le fils de Jimmy Hayes. C'est déchirant. Cole Caulfield qui parle de Johnny Gaudreau comme son héros en partageant une photo sur les réseaux sociaux. Sean Monahan, en entrevue il y a 2 jours, qui dit « J'ai tellement hâte de retrouver Johnny Gaudreau. C'est un de mes meilleurs amis. Il vient de signer un contrat de 5 ans pour aller jouer avec lui. » Puis ce qui m'a dévasté, c'est quand il a mentionné son fils. Il a dit qu'il y a 2 ou 3 mois de différence avec le fils de Johnny. Ils vont pouvoir grandir ensemble. Ah, écoute, moi, ça m'a scié les 2 jambes. Tu sais, au-delà d'un joueur de hockey, on perd un être humain, puis c'est un être humain qui semblait faire l'unanimité. Puis sur le plan hockey, ben, de l'avoir côtoyé pendant quelques années, moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'il y avait toujours l'impression, on sentait sa passion du jeu quand il jouait Johnny Gaudreau. Puis c'est un joueur que j'adorais regarder parce que tu sais, on voit Cole Caulfield qui s'entraîne à l'entraînement, qui a toujours un sourire. Puis Johnny Gaudreau, c'était ça un peu. Tu sais, puis c'était tellement un magicien sur la glace. Il est arrivé au début, tout le monde doutait de lui parce que c'était un joueur de petit gabarit, 5 pieds 9 pouces, 160 livres. On se disait, voyons donc, ça n'a pas de sens, mais il a été capable de transporter ça dans la Ligue nationale, puis de faire 60 points à sa première saison, de faire 30 buts à sa deuxième, sa meilleure saison, 115 points, a mené les Flames en série. Bref, je m'étire, là, mais c'est parce que c'est important de souligner à quel point ce jeune homme-là a eu un impact incroyable, puis à quel point c'est vraiment une tragédie aujourd'hui pour le monde du hockey. Oui, tout à fait. Puis quand on regarde, on voit défiler depuis tantôt de nombreux témoignages. Je disais que c'est la planète hockey au grand complet. Les Flames, évidemment, qui sont touchés de près, mais les Blue Jackets de Columbus, dans quel état d'esprit cette équipe-là va débuter le camp d'entraînement dans les prochains jours? C'est épouvantable. J'ai aucune idée de comment, comme être humain, on peut se remettre de ça en début, surtout quand c'est frais, quand ça arrive, c'est un choc, c'est inattendu, ça va être l'ambiance là-bas va être épouvantable. Je sais pas comment on va réussir du côté de Columbus pour l'ensemble des coéquipiers. Tu parlais de Sean Monahan, mais les autres aussi qui ont joué avec lui, comment ils sont affectés, ça doit être épouvantable à vivre. Oui, et c'est là que les psychologues sportifs puis les gens comme ça vont être un bonhomme comme le Doug Guimond aurait peut-être pu nous aider un peu aujourd'hui avec ça. Tu peux parler un petit peu comment ça se passe parce que c'est arrivé dans d'autres sports aussi. C'est arrivé au baseball, au football. Il y a plein d'histoires comme ça. Puis Johnny Gaudreau, pour revenir un peu sur lui, c'est un peu lui qui a réouvert. Oui, il y en a eu d'autres. Martin Saint-Louis, dans son époque, là, il était spécial, puis tout ça, mais qui a réouvert la porte peut-être au fait qu'on pouvait croire aux petits joueurs. Puis Cole Caulfield qui parle d'un héros, ben c'est sûr, c'est un Américain, puis il voyait le physique, le gabarit de Johnny Gaudreau, puis il pouvait s'inspirer de lui. Un gars comme Alex DeBrincat aussi, qui est un Américain, qui ont vu ce bonhomme-là aller. On l'avait surnommé Johnny Hockey, puis c'est pas pour rien non plus. Il y avait quelque chose de spécial. Puis tu vois les tweets même des gens des autres sports. On a vu LeBron James, Mike Trout au baseball. Puis ça touche le hockey, mais ça touche la planète sportive d'une façon... c'est incommensurable, un peu tout ça, puis c'est les circonstances qui font tellement mal. Là, j'arrête pas de penser à ça, puis je vais faire une petite tranche de vie rapide, mais mon fils Jasmin se marie dans une semaine. Puis là, je me disais, on est dans une effervescence familiale en ce moment, de préparer le mariage, puis tout ça, puis une nouvelle comme ça arrive. Je veux dire, ça n'a aucun sens. Comment tu réagis à tout ça? Même en temps normal, ça se fait pas. Imagine, là, la petite sœur aujourd'hui, comment est-ce qu'elle est dévastée, puis tout ça, c'est... Ah non, écoute, je manque de mots, puis je veux dire, j'espère que les joueurs de hockey vont en profiter peut-être
on dit toujours, quand il arrive de quoi, il faut tirer quelque chose de ça, de s'impliquer peut-être encore plus dans le fameux dossier de l'alcool au volant, puis de peut-être mettre des sous là-dedans encore plus, puis de faire de la prévention encore plus. Je ne sais pas si la Ligue nationale va embarquer là-dedans, mais il me semble que l'occasion est là. L'occasion est toujours là, mais encore plus avec cette tragédie-là, de peut-être en faire un peu plus. Puis je regarde le message de notre collègue Bob Hartley, qui a dirigé Johnny Gaudreau à Calgary. Tout ça, c'est... écoute, on a le goût de dire on passe à autre chose, mais en même temps, c'est comme si... Non, ça ne nous sort pas de la tête. Là, c'est ça. Et Bob, c'est un des premiers à qui j'ai pensé ce matin aussi parce que j'ai eu l'occasion de côtoyer Bob cet été parce que mon fils a participé à son camp de hockey à Drummondville. Puis justement, le nom de Johnny Gaudreau était venu dans une conversation parce que Bob et son fils Steve font leur camp à Drummondville, mais ils font aussi une portion du camp à York, en Pennsylvanie, depuis plusieurs années. Puis Johnny Gaudreau, à l'époque où il était entraîneur des Flames, Bob a déjà invité Gaudreau à se joindre à son camp. Cet été, c'était Sean Couturier qui est passé voir les joueurs, Paul Byron qui est venu aussi, mais Johnny Gaudreau venait régulièrement quand c'était à York en Pennsylvanie parce qu'il était tout près. Comme vous le savez, là, la tragédie est arrivée dans le coin de New Jersey, Philadelphie. Puis il passait le temps sur la glace avec les jeunes. Il comprenait un peu le rôle qu'il avait comme ambassadeur, puis à quel point les jeunes étaient enthousiasmés de rencontrer un joueur de hockey comme lui. Puis, tu sais, je trouve que c'est ça qui est tellement dur. C'est un grand passionné, un bon être humain. Puis moi, un des premiers souvenirs que j'ai avec lui, justement, Bob était entraîneur avec les Flames de Calgary, sa première saison en 2014-2015. Puis il y avait un buzz autour de ce joueur-là parce que c'était excitant. Là. Il venait de gagner le trophée Hobey Baker. Il arrive dans la Ligue nationale. Puis il y avait du succès quand même assez rapidement. Puis je me souviens que Bob en parlait avec des étoiles dans les yeux. Puis il y a eu par la suite, rappelez-vous, en 2016, la Coupe du monde de hockey avec l'équipe des moins de 23 ans, où il y avait Connor McDavid dans l'équipe, Nathan McKinnon, Austin Matthews, Johnny Gaudreau, qui était partenaire de trio avec Jack Eichel. C'était beau à voir. Là. Puis ce joueur-là a toujours réussi. Puis comme tu le disais, Steph... il semble avoir réouvert un peu cette porte-là, puis ça explique un peu à quel point Cole Caulfield peut avoir de l'admiration pour lui, parce que il y a, tu sais, à travers tous ceux qui doutent toujours des petits joueurs, ben lui, c'en a été un qui a réussi à les taire tout au long de sa carrière. Qui est passé direct des rangs universitaires à la Ligue nationale sans jouer dans la Ligue américaine. Souvenez-vous, quand on parlait de Caulfield au début, moi, je disais, il n'est pas obligé d'y aller dans la Ligue américaine s'il est capable de passer direct. On se servait de l'exemple de Johnny Gaudreau puis de Alex DeBrincat qui n'avait pas joué dans la Ligue américaine non plus. Alors, puis il y a une pensée aussi aujourd'hui pour Pascal Vincent, là, qui vient d'arriver avec le Canadien, puis qui va diriger le Rocket de Laval, et qui a réagi lui aussi aujourd'hui. Ça a été son dernier entraîneur, dans le fond. Là. Il a été entraîneur à Columbus durant toute la dernière saison. Puis même si ça n'a peut-être pas bien été au plan hockey, là, on oublie le hockey puis on parle plus du côté individuel. Puis Pascal connaissait la famille de Johnny puis tout ça. Alors lui aussi, là, ça doit être on l'a vu dans sa réaction qui a été publiée par le Canadien, là, mais lui aussi, ça doit cogner. Tu as un jeune de 30 ans dans la fleur de l'âge là, qui restait encore plusieurs bonnes saisons devant lui. Là. On n'a pas fini d'en parler, puis il va avoir il va avoir des répercussions, je suis certain. Là, il va avoir quelque chose. La Ligue nationale doit faire quelque chose avec cet événement-là. Oui, puis moi, je suis d'accord avec toi là-dessus, Stéphane. On doit se servir malheureusement de cet accident-là pour peut-être bâtir et partir quelque chose. Tu parlais d'hommages. Il y en aura un peu partout des hommages. Ça a déjà d'ailleurs débuté cet après-midi au match des Reds de Cincinnati. Une minute de silence a été observée en début de match cet après-midi. Puis il y en aura plusieurs, j'imagine, dans différentes sphères sportives. Messieurs, on va s'arrêter quelques instants, le temps d'aller du côté de la pause, et au retour, on va parler un peu de ce qui se passe dans la Ligue nationale de hockey. Pat, tu veux revenir un peu sur certains mouvements qui se sont déroulés au cours de l'été. On va surtout se concentrer sur la division Atlantique parce que ça a bougé aussi beaucoup dans la division Atlantique. Bref, restez avec nous. On jase, édition estivale se poursuit dans quelques instants sur les ondes de RDS. On jase se poursuit en compagnie de Stéphane Leroux et Patrick Friolet. Maintenant, messieurs, on va parler un peu de ce qui se passe, je vais dire ce qui s'est passé, des mouvements qui se sont déroulés
au cours de l'été dernier. On va se concentrer d'abord sur la division Atlantique. Pat, à peu près tout le monde s'est amélioré. Tu sais, on dit que le Canadien s'est amélioré avec l'ajout de Patrick Laine, mais Oui. tout le monde s'est amélioré. Ça ne sera pas facile. Non, ça c'est clair. Puis quand on regarde les différentes formations dans l'Atlantique, tout le monde a ajouté un peu de renfort. Il y en a d'autres qui ont perdu des éléments importants. Donc, à ce niveau-là, ça va être intéressant de voir comment ils vont rebondir parce que je m'attardais un peu aux brigades défensives des meilleures équipes. Puis quand je regarde les Panthers, ben on a quand même perdu Brandon Montour. Ça va faire très mal parce que aussi bon a été Gustav Forsling pendant les séries, il se retrouve un peu seul. Là, parce qu'avec Aaron Ekblad, qui est quand même plus le Aaron Ekblad de ses meilleures années. On a perdu Oliver Ekman-Larsson qui amenait une certaine profondeur à ce niveau-là. Défensivement, je regarde le Lightning. On n'a pas énormément de profondeur non plus. On a ramené Ryan McDonough, mais il n'est plus dans la fleur de l'âge non plus. Victor Hedman est encore là, mais on a les Radish, Chernak, Moser, Perbix. Donc, pour moi, il y a certains points d'interrogation à ce niveau-là. Je pense que la meilleure brigade défensive, c'est celle des Bruins de Boston. Ça va être vraiment très difficile de marquer, à condition qu'ils signent leur gardien de but, parce que pour le moment, Jeremy Swayman n'a pas encore de nouveau contrat. Mais, tu sais, je regarde un gars comme Nikita Zadorov qui a été acquis pendant l'été, puis je pense que c'est un défenseur qui est vraiment sous-estimé. Il est capable d'apporter de l'offensive. Avec Charlie McAvoy, avec Hampus Lindholm, Brendan Carlo, Mason Lohrei, que j'ai adoré voir pendant les séries éliminatoires l'année dernière. Une jeune révélation en défense. Et on a Andrew Peake, qui est un vétéran. Donc, honnêtement, les Bruins en défense, ça va être une muraille à traverser, ça c'est clair. Oui, bien c'est sûr qu'on a tendance à toujours regarder notre assiette à nous. Là, alors, les partisans du Canadien voient... Tu sais, dans le fond, tu as Laine qui s'ajoute, puis tu as en principe Kirby Dach aussi. Tu sais, il a joué 2 matchs l'an passé, 1 match et demi. Alors, tu sais, c'est 2 top 6 qu'on ajoute. Fait que, comment ces jeunes-là vont... Ben, je dis jeunes, Laine a 26 ans, là, mais comment l'impact va avoir sur l'équipe? Je pense que c'est là la question, mais tu as raison. Chaque équipe part dans le but, quand on termine la saison, de s'améliorer pour la saison suivante. Les partisans à Montréal regardent le Canadien, puis oui, je pense que le Canadien est une meilleure équipe en ce moment qu'il ne l'avait en fin de saison. Est-ce que ce sera suffisant pour... J'en parlais lundi, le fameux mot en P là, qu'on va parler au tournoi de golf, le playoff. Est-ce que ça va arriver? Je ne sais pas. Moi, j'ai de la misère à penser qu'on peut passer du dernier rang là, d'un coup aux séries. T'sais. C'est sûr là, que Columbus, ça va être difficile, mais il faut pas t'en battre juste un club. Il faut que tu en battes 8 si tu veux faire des séries dans l'association. Ça ne sera pas évident pour le Canadien. Puis tu as raison, les joueurs que tu as mentionnés. Tampa Bay, je pense, le départ de Sergachev, quelque part, là, c'est les contraintes de la masse salariale et tout ça, mais oui, Boston a une bonne défensive. Toronto va finir probablement par passer à l'autre niveau qu'on s'attend tout le temps. Ils sont dans les séries, c'est certain, mais c'est intéressant. On a le temps. Il va y avoir peut-être d'autres mouvements aussi d'ici là. Puis moi, j'ai hâte de voir aussi les Flyers là, avec Michkov qui va arriver. Qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que ça va donner? Ils ont tellement été proches l'an passé. C'est une équipe que le Canadien veut pas doit viser parce que c'est une équipe qui était tout près là, d'être là. Puis là, est-ce que Michkov va changer des choses? C'est sûr que au niveau du gardien de but avec les Flyers, là, c'est nébuleux, mais c'est intéressant à chaque été. À chaque fois, les mouvements font en sorte que les amateurs de hockey, 12 mois par année, font des spéculations puis des prédictions. Les magazines sont déjà sortis pour les prédictions, pour les poules et tout ça. Alors, on commence tranquillement là, à se mettre dedans là, de plus en plus. Puis dans l'Atlantique aussi, quand on regarde le mix d'équipes là, avec lesquelles le Canadien va se battre, évidemment, les Sénateurs, les Red Wings, les Sabres de Buffalo, c'est des équipes qui ont progressé, qui ont beaucoup de jeunes joueurs qui poussent. Là, maintenant, les Sénateurs ont toujours des points d'interrogation, mais avec Linus Ullmark, on va peut-être être capable de faire... Ben, j'ai toujours des doutes, moi aussi, avec les Sénateurs, parce qu'à chaque année, on a l'impression qu'ils ont une équipe solide avec une bonne formation sur papier, puis il arrive tout le temps quelque chose. Mais Buffalo sont tout le temps. Hein, on parle tout le temps. Enfin, les Sabres vont sortir de l'annonceur. Ça fait 13 ans, Buffalo. Ça fait 13 ans qu'ils ne sont pas dans les séries. Alors, c'est. Non, puis Ottawa, j'ai hâte de voir Travis Green. Je ne suis pas convaincu, moi, de Travis Green non plus, là, comme choix d'entraîneur. Alors, non,
on va le temps. Là, on est quoi, le 30 août? On a encore le temps de faire c'est plusieurs sûr. prédictions avant le début de la saison. Mais c'est correct d'en parler, puis c'est correct de mettre les gens un peu au parfum de certaines choses. Mais tu sais, tu avais raison tantôt, Yannick, en début d'émission. Tu sais, comment les Blue Jackets vont se remettre de tout ça? Je pense à Don Waddell qui arrive là, tu sais, qui veut imposer sa façon de voir. Je regardais les magazines. Le premier trio de Columbus, selon certaines publications, ça devait être Johnny Gaudreau avec Sean Monahan et Patrick Laine. Il y en a deux qui sont plus là déjà pour les Blue Jackets. Tu sais, alors, c'est pas évident. Là. Tu sais, c'est une situation qui est difficile. Puis, je vois pas comment cette équipe-là va être capable de faire le prochain niveau cette année non plus. Là. Tu l'as effleuré brièvement, Stéphane, Toronto. Parlons-en un peu des Leafs, parce que cette équipe-là aussi s'est améliorée. Nouvel entraîneur, nouvelle philosophie. On a hâte de voir comment ça va se passer à Toronto. Mais Pat, toi, tu t'attends à une très, très grosse saison des Leafs. Ben, honnêtement, c'est clair qu'offensivement, on le sait qu'ils vont être capables de produire. On s'attend à ce qu'il y ait encore une très bonne saison régulière. Le point d'interrogation, c'est toujours devant le filet avec les Maple Leafs. Là. C'est clair que on regarde Joseph Woll a connu des bons moments pendant les séries. Normalement, devrait avoir la palme. On a ajouté Anthony Stolarz, là, qui est un bon adjoint qui était avec les Panthers l'an dernier. Mais encore là, défensivement, on ajoute Chris Tanev, on ajoute Oliver Ekman-Larsson. C'est des vétérans, des gars qui peuvent donner des bonnes minutes de qualité. Riley est toujours là, Liljegren, McCabe, Benoit qui ont fait du bon travail pendant les séries. Donc, à ce niveau-là, ben, c'est toujours pour eux, pas nécessairement la saison régulière, mais c'est les séries où on va devoir être capable de faire la différence. Puis je pense qu'on a ajouté quelques éléments de plus qui vont nous aider à solidifier un peu tout ça. Ils commencent quand même comme une des équipes à battre. Là. Ça, c'est clair, je pense. Mais à travers tout ça, ben, il y aura des hauts et des bas, il va y avoir de l'adversité. Puis les changements, c'est surtout hors glace qu'on a observé là, du côté des Maple Leafs, avec Craig Berube qui arrive avec, comme tu dis, une nouvelle façon de faire qui va vouloir s'établir. Le leadership d'Austin Matthews. Donc, il y a des choses intéressantes qui vont se passer. Est-ce que le C va être trop pesant sur son chandail? Tu comptes 60 buts, là, tu vas devenir encore plus. Je ne dis pas qu'il n'était pas déjà le poster boy de l'équipe, mais là, il l'est encore plus. Ça a l'air à s'être fait dans les règles de l'art, là, si on se fie à ce qu'on a lu, ce qu'on a vu, puis tout ça, la passation de pouvoir de Tavares à Matthews. Mais il reste que c'est lui, là, non, encore plus, qui doit transporter cette équipe-là à l'autre étape. Oui. Ben, parce que tu sais, ça s'est fait avec beaucoup de classe. On a vu la conférence de presse. John Tavares a été parfait. L'opération PR, là, c'est numéro 1. Mais est-ce que vraiment Tavares va se sentir confortable dans cette situation-là? Tu sais, parce que, mine de rien, là, c'est signe d'un début de déclin pour Tavares. Ça veut dire qu'on laisse les rênes à Matthews parce qu'on sait que c'est le gros joueur offensif. Est-ce qu'on va être confortable là-dedans? Est-ce qu'il y a vraiment des choses qui vont changer à l'interne? Ce sera à voir, mais chose certaine, ça peut peser lourd pour Tavares si jamais la saison s'avère être plus difficile que prévu. Mais dans leur cas, c'est véritablement à la fin des prochaines séries qu'on va pouvoir dire s'ils ont enfin réussi à passer la fameuse étape. C'est plus là que ça va jouer, Pat, en 10 secondes là, du côté des Leafs. Oui, puis là-dedans, quand on parle de leadership et de l'arrivée de Craig Berube, je pense aussi à Mitch Marner qui a eu des séries difficiles, puis c'en est un qui va probablement se faire un peu brasser par le nouvel entraîneur. Oui, exactement. Hey Pat, un gros merci. On est rendu à la toute fin de l'émission. Ce fut fort apprécié ta participation avec nous aujourd'hui. On va te souhaiter une bonne fin d'été, mais ça s'en vient bientôt là, dans ton cas aussi. Oui, ça a passé vite. Puis là, ben, pour l'instant, je me concentre sur les régionaux de baseball avec Fiston là, en fin de semaine. Donc, go les Rapides de Chambly. Salut, salut Steph. Un gros merci également. Merci. Stéphane, on va se retrouver la semaine prochaine. Je vous retrouve la semaine prochaine à On Jase. Merci d'avoir été avec nous.